L'Atlanta Dream est troisième du classement WNBA cette saison, avec 2 matchs de moins que les Aces qui sont secondes. Avec 6 matchs sur leur calendrier avant la fin de la saison régulière, le Dream s'est imposé comme une équipe qui roule sur la ligue cette saison avec une régularité terrifiante. Un roster bien construit à l'intersaison qui a donné une équipe compétitive en saison régulière. Les joueuses de Carl Smith School n'ont jamais perdu plus de 2 matchs d'affilée cette saison en WNBA. Et à l'inverse des grosses cylindrées du haut du classement comme Phoenix, les Aces avant leur retour en trombe ou même New York, Atlanta n'a jamais paru vraiment douter, fléchir tout au long de la saison régulière. Pourquoi le Dream est si fort et est-ce qu'elles sont contenders et prétendantes au titre en WNBA cette saison? C'est l'épisode 16 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. Hello à toutes et tous et bienvenue dans l'épisode 16 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. Et aujourd'hui, je l'avais annoncé peut-être un peu dans l'épisode 15, on va discuter de l'Atlanta Dream. Et on va en parler parce que c'est une équipe qui est passée, je trouve, sous les radars des observateurs cette saison. En tout cas, sous les miens, clairement, je n'ai pas assez regardé de matchs. Je me suis un peu rattrapé cette semaine en regardant davantage de matchs du Dream, d'Atlanta. Et honnêtement, un vrai régal. Si vous avez un esprit basket un peu analytics, on va y venir, encore plus un régal. Il y a différentes façons d'expliquer la très bonne saison du Dream, mais les chiffres ne mentent pas et la balle ne ment pas non plus. On va pas diffuser d'extraits des matchs aujourd'hui. Peut-être que je ferai un thread sur le prochain match du Dream pour disséquer un peu à la fois leur attaque et ou leur défense. Mais aujourd'hui, on va parler des chiffres parce que finalement, après autant de matchs joués, on est à quelques encablures de la fin de saison, vraiment 6 ou 7 matchs, eh bien, les chiffres ne mentent pas et ils montrent à quel point Atlanta fait partie de l'élite cette saison et leur classement aujourd'hui à la 3e place derrière les Aces, mais pendant longtemps seconde derrière le Minnesota Lynx. Clairement, on est dedans, quoi. Atlanta est une excellente équipe de basket et en plus, c'est une équipe qui est très plaisante à regarder jouer. On va disséquer ça un petit peu aujourd'hui et on va commencer dans cet épisode 16 par la défense parce que c'est la base sur laquelle Atlanta construit son succès. On va commencer par la défense parce que c'est la base sur laquelle Atlanta a construit son succès cette saison en WNBA et c'est aussi la première expression de l'aspect analytics dans l'organisation des schémas tactiques de cette équipe des deux côtés du terrain. Il y a une vraie réussite défensive d'Atlanta. D'abord parce que c'est 77 de defensive rating cette saison, donc 77 points concédés sur 100 possessions à l'adversaire, pour un différentiel attaque-défense de plus 6, donc clairement à leur avantage, et tout ça sur un nombre moyen de tirs concédés à l'équipe adverse égal aux tirs qu'elles prennent elles-mêmes. Alors comment on peut expliquer cette excellente défense? C'est évidemment un mélange savant de tactique et de dispositifs, de schémas, mais aussi de construction de roster. Et on va essayer d'analyser ça et de voir comment une chose s'imbrique à l'autre. Il y a d'abord l'aspect de la manipulation de la shot chart de l'équipe adverse. La shot chart, c'est le graphique qui, en fin de match, permet de voir les zones de tir utilisées par une équipe. Et clairement, la défense du Atlanta Dream, elle semble complètement manipuler la shot chart des joueuses et des équipes adverses. Les zones de tir concédées aux équipes adverses, on a presque l'impression que le Dream décide. Et ça, vraiment, c'est un coup de maître tactique. Il s'explique à différents niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la protection de cercle et une présence dans la raquette qui est clairement ultra dissuasive. Brittney Griner, une des plus grosses signatures de l'intersaison pour le Dream, sinon la plus grosse. On a en Brittney Griner une pivot dissuasive élite, un peu licorne au milieu de la ligue, tant ses dispositions athlétiques sont uniques. C'est vraiment une joueuse qui est très grande, très massive, avec une très grande longueur de bras ajoutée à sa taille. Et du coup, on a un peu cette licorne défensive dans la raquette qui agit comme une sorte de muraille dans toute la raquette et particulièrement la zone restreinte. Elle est évidemment très douée au contre, elle a de très bons appuis sur les drops et globalement, la défense de cercle, la dissuasion autour du cercle et de la raquette est un niveau élite pour Atlanta. Et ça les aide beaucoup. Ça les aide beaucoup parce que ça permet aux extérieurs du Dream de mettre davantage de pression sur les shooteuses de l'équipe adverse. Ce qui permet finalement, tout en ayant le contrôle total de ce qui se passe dans la raquette et dans la zone restreinte, de maintenir une pression constante sur la ligne à 3 points et donc de ne concéder aucun des deux shoots les plus rentables du basket. En fait, Atlanta semble avoir très bien compris cette règle mathématique. En ne lâchant rien dans la peinture et la zone restreinte et en mettant la pression sur le 3 points, il y a une seule zone qui s'ouvre pour les adversaires, à peu près, c'est le mid-range.
le tir le moins rentable du basket en WNBA comme en NBA. Et ce qui se passe, c'est que en plus, dans ce mid-range, Atlanta va concéder une adresse à l'adversaire qui est une des plus basses de la ligue. Et donc, même sur la défense des tirs mid-range, eh bien, soit elle concède des mauvais tirs à l'équipe adverse qui, du coup, n'ont pas une adresse phénoménale, soit elles arrivent à les contester et, du coup, à faire baisser le pourcentage et donc l'efficacité générale de l'équipe adverse. Quand on arrive à concéder seulement 47% d'adresse sur la zone de tir principale de l'adversaire, qui en plus est peu rémunératrice et on va le voir après, mais elle concède également peu de lancers francs. En fait, là, on a le bingo de la défense. On a un vrai bingo de la défense où sur toutes les zones de tir, ça va être difficile et on a hiérarchisé les zones de tir. On défend élite sur l'accès au cercle, on défend extrêmement bien et avec beaucoup de pression sur la ligne à 3 points et on ne concède pas une adresse à la moyenne du côté du mid-range. Voilà, franchement, ça, c'est une organisation, un dispositif tactique qui repose sur un très bon recrutement, à commencer par celui de Brittney Griner. Et je veux dire, il fallait le mettre en place. Et surtout, ça a cliqué très tôt pour Atlanta. Dès le début de saison, elles enchaînent les matchs et elles ont déjà ce dispositif défensif qui est efficace, qui crée des zones de tir préférentielles pour la défense. Et ça, c'est vraiment très, très chouette pour elles. Il y a une règle d'or qui vient s'inscrire en plus de ça, c'est qu'on concède très peu de fautes. Et là encore, le lancer franc est un tir très rémunérateur parce que les adresses sont vraiment beaucoup plus hautes que sur tous les autres tirs. Mais quand vous en concédez pas beaucoup, ben c'est top. Deuxième de la ligue sur les lancers francs concédés, le Dream ne permet pas à l'équipe adverse d'agréger des points faciles sur lancer franc, en plus de ne rien permettre sur l'ensemble des zones de tir et particulièrement l'accès au cercle et le 3 points. Et on finit cette impeccable défense par la présence au rebond. Atlanta est clairement la meilleure équipe au rebond cette saison. Sur le rebond défensif, c'est élite. Troisième meilleure équipe sur le rebond offensif en plus. Il y a la présence de Brittney Griner qui est très très forte au rebond. Et il y a en relais de Brittney Griner, Breonna Jones qui est élite au rebond. Et ça, c'est vraiment top parce qu'on ne donne pas de possession supplémentaire dans la guerre des possessions du basket. C'est très important. Donc, pas de possession supplémentaire donnée à l'adversaire gratuitement. On défend le rebond au plomb. Et ensuite, grâce au rebond offensif et à une gêne qu'on fait sur les box-out et voire même aller chercher directement du rebond offensif, eh bien, on gêne la transition qui pourrait mettre à mal les schémas défensifs. Parce que sur l'attaque de mi-terrain, on l'a vu, clairement, la défense du cercle, la défense du 3 points et le pourcentage concédé mi-distance, c'est top. Mais une attaque en transition pourrait poser problème au Dream dans la mesure où sur transition, vous êtes moins installé, donc vous pouvez moins mettre la pression. D'autant plus que Brittney Griner n'est pas spécifiquement une joueuse rapide, donc il faut lui laisser le temps de revenir en défense. Et la transition pourrait permettre aux équipes adverses de, disons, s'exempter de la présence et de la dissuasion de Brittney Griner dans la raquette. Mais Atlanta, c'est la meilleure équipe au rebond cette saison. Bah, du coup, pas de problème, pas des masses de problèmes en tout cas de transition concédée à l'équipe adverse. Maintenant, on bascule du côté de l'attaque. Et du côté de l'attaque, le Dream n'est pas en reste. Si vous avez trouvé que la défense était analytics, l'attaque, c'est pas mal non plus. L'attaque, c'est vraiment pas mal non plus. Donc, on a vraiment, dans les dispositifs défensifs, la démonstration que le coach, son staff et les joueuses ont très bien compris ce qu'elles avaient à faire et ont très bien compris, très bien ingéré et aussi produit tout au long de la saison les dispositifs tactiques qui permettaient les chiffres qu'on a vus en défense. Et c'est la même chose sur l'attaque. Là aussi, les dispositifs tactiques sont très intelligents. On a le deuxième plus gros volume à 3 points de la ligue, ce qui permet d'écarter les défenses adverses et de maîtriser la géométrie du spacing dans votre attaque. Certes, l'adresse est à la moyenne de la ligue, je crois, un tout petit peu plus en dessous peut-être, mais le volume suffit à créer de l'espace. Ensuite, on a les tirs au cercle. Quatrième de la ligue au volume comme à l'adresse au cercle. Le Dream étire les défenses avec le volume à 3 points, mais en plus, en profite pour pénétrer et aller chercher la zone de tir la plus rentable au cercle. Là-dessus, on rajoute un truc que moi je trouve incroyable, c'est la capacité à générer des lancers francs. 30% des tirs pris par le Dream génèrent des lancers francs. Un tiers des tirs pris, vous avez un lancer franc qui est généré et concédé à l'adversaire seulement 22%. Donc il y a un différentiel de 8 points de pourcentage
qui veut vraiment dire qu'on fait peu de fautes en défense et on en provoque beaucoup en attaque. Et là encore, c'est vraiment une recherche de différentiel sur l'efficacité qui est hyper précieuse dans une organisation tactique des deux côtés du terrain. Et moi, vraiment, je tire vraiment mon chapeau au coach de cette équipe du Dream parce que avoir réussi à mettre ça en place sur votre première année de coaching, puisque Smesco n'est là que depuis le début de la saison, si je ne me trompe pas, ben moi je trouve que c'est vraiment, vraiment du bon. On a donc une maximisation de l'efficacité des deux côtés du terrain. Et en plus, on a une excellente conservation de balles. Donc, on perd très peu la balle. Là encore, on concède très peu de transition, puisqu'on est le troisième, plus faible total de turnover concédé cette saison sur 100 possessions. C'est top. Vraiment, c'est de bout en bout. Les chiffres sont de la dentelle pour le Dream. Et franchement, à regarder et ensuite à analyser, on voit quand on regarde les images ce qui se passe. On voit très bien que les schémas sont très bien exécutés, que ça circule très bien dans les écrans en défense, que ça switch quand il faut switcher, que la présence de Brittney Griner est élite dans la zone restreinte et dans la raquette, et que les attaques ont du mal à y aller. On voit bien toute la pression que Ryan Howard et les postes 1 et 2 d'Atlanta, notamment Alisha Gray, etc., peuvent mettre sur les shooters extérieurs. Et ensuite, vous avez ce drop qui permet à Brittney Griner, qui fait 6 mètres de haut, de contester les mid-range qui viendraient trop près de la raquette. Tout est parfaitement millimétré et exécuté pour le Dream cette saison. C'est sublime à voir. Et puis de l'autre côté, en attaque, on a du volume à 3 points, on pénètre la raquette, on est agressif, Jordan Canada, etc. Alisha Gray, Ryan Howard. C'est top, vraiment c'est top. Du coup, on a parlé de la défense et on a parlé de l'attaque, mais tout ça est conditionné au matériel qui est à disposition de Smesco, le coach du Dream. Et je voudrais qu'on parle de 3-4 joueuses en particulier. Ryan Howard, Brittney Griner, Breonna Jones et Alisha Gray. On se réserve évidemment la candidate au MVP qui finira sans doute 4e des votes avec la remontada extraordinaire de A'ja Wilson. On va parler de ces 4 joueuses. On va commencer non pas par Alisha Gray qu'on gardera pour la fin, mais on va commencer par Ryan Howard, qui est une joueuse qui me plaît beaucoup. Son profil m'intéresse énormément. Je pense que c'est une joueuse qui a besoin de progresser sur sa compréhension du jeu autour d'elle, mais cette saison, elle prouve qu'elle est peut-être en train de le faire et en train de décoincer des choses qui pouvaient poser problème ces années précédentes avec des prises de décision difficiles en attaque et en défense. Mais là, elle est positionnée à l'aile au poste 3 et on a une joueuse avec beaucoup de valeur en défense. D'abord parce que on-ball, elle est vraiment parmi les meilleures de la ligue. Son gabarit le lui permet. Elle peut défendre du poste 1 à 3,5, 4. Et puis vraiment, oui, elle a ce gabarit à la fois physique, très bon déplacement latéraux, très, très vite dans l'exécution, compréhension de quand il faut switcher, quand il ne faut pas switcher, les mismatchs, etc. Vraiment, vous l'avez sur le terrain en face d'elle, vraiment, c'est pas une sinécure. Vraiment, c'est pas du tout un plaisir pour les joueuses qui sont marquées à la culotte par Ryan Howard. Et en attaque, on a un gros volume à 3 points de Ryan Howard, qui est la joueuse qui prend le plus de 3 points en volume de toute l'équipe, avec une adresse qui n'est pas au rendez-vous. Mais le volume, on le sait, en basket, suffit à débloquer du spacing. Ce n'est pas l'idéal de n'avoir que du volume. Évidemment, l'adresse en débloque davantage encore de spacing, modifie encore plus la géométrie, mais le volume, c'est déjà pas mal. Du coup, Ryan Howard rend déjà service en attaque à ses coéquipières là-dessus. On rajoute un petit peu de progression au decision making, à la passe, etc. C'est pas mal. Donc, on a une joueuse qui est, de par sa défense, elite on-ball et très valuable off-ball, plus son volume à 3 points, s'intègre vraiment bien dans le jeu du Dream cette saison. Et je pense que la présence de Brittney Griner, dont on va parler tout de suite, l'aide beaucoup parce que la dissuasion intérieure de Brittney Griner aide évidemment les efforts extérieurs de Ryan Howard. Griner, c'est l'encre défensive intérieure. On en a parlé brièvement dans la partie précédente. Certes, on n'est pas dans le prime, mais avoir une encre défensive comme ça dans votre raquette, quand vous avez les joueuses extérieures qui peuvent mettre la pression, c'est top. Et en plus, encore une fois, Smesco s'en sert vraiment très bien avec un très bon drop, etc. Et de l'autre côté du terrain, avec des balles au poste pour aller la trouver, elle a plutôt des bons hook shots, une bonne finition au cercle, etc. C'est plus la finisseuse qu'elle était quand elle était notamment du côté de Phoenix, mais ça reste quand même une joueuse plutôt pertinente en attaque sous le cercle, qui en plus est capable de faire des dribble and off et de participer un petit peu à la connexion de son équipe en attaque. Et en défense, c'est tellement élite et c'est tellement
dévastateur en dissuasion, que son apport est vraiment crucial dans l'organisation tactique et défensive notamment de cette joueuse du Dream. Breonna Jones au rebond, c'est quoi? C'est 97e, 98e, 99e centile au rebond, à la fois défensif mais aussi sur les box-out. On est vraiment sur une joueuse qui fait le ménage du Dream sur le rebond offensif et sur le rebond défensif. Donc quand elle est sur le terrain, en fait, l'équipe adverse ne peut pas prendre de possession supplémentaire parce que c'est étouffant d'avoir cette joueuse sur le rebond. Vous en avez plein des joueuses qui sont super fortes au rebond. Breonna Jones est là et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien à cette équipe d'avoir une joueuse qui, qu'elle soit dans le 5 ou qu'elle sorte du banc, apporte autant de valeur sur un secteur du jeu qui est très important quand vous arrivez à verrouiller les deux côtés du terrain. Et enfin, on a Alisha Gray, 18 points, 3,6 passes, un petit peu plus de 5 rebonds cette saison pour Alisha Gray. C'est une All-Star. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un statut de superstar, honnêtement. D'abord parce que sur le terrain, elle fait des choses absolument exceptionnelles et je pense qu'aujourd'hui, son statut dans la ligue, c'est celui d'une joueuse qui est top 3, top 4, qui a même été top 2 MVP avant qu'Alyssa Thomas ne fasse triple-double sur triple-double. Donc on est vraiment sur une joueuse élite. Et puis, quand on regarde un petit peu plus loin dans les stats, on voit qu'elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle est vraiment très forte. Je crois que c'est 75e centile, donc plus forte que 75% de la ligue sur les interceptions. Donc très bonne coordination main-œil dans les lignes de passe, dans les mains des adversaires. On a aussi une bonne faculté à ne pas vampiriser le jeu offensif de l'équipe. Elle participe à la circulation de balles. Elle est parmi les bonnes passeuses de son équipe. Et puis, voilà, il y a la provocation de faute qui est élite. C'est une top scoreuse. Elle est à droite de loin. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En plus, elle est également présente au box-out pour son équipe. Ça fait quand même un volume et une valeur sur le terrain pour son équipe qui est vraiment, vraiment de très, très haut niveau. Moi, je l'ai plutôt haute dans mon classement pour le MVP. C'est un classement qui vaut ce qu'il vaut et que je dévoilerai sans doute pas sur cette chaîne parce qu'en réalité, je pense pas qu'il soit très intéressant vu ma méconnaissance en profondeur des dynamiques des équipes depuis quelques saisons et des dynamiques des joueuses aussi. Mais si j'avais 2 tiers à faire, je pense qu'elle serait dans le 2e tiers. J'ai Alyssa Thomas et évidemment Napheesa Collier dans le 1er tiers et j'ai A'ja Wilson et Alisha Gray dans le second. Et ça peut naviguer de l'un à l'autre, sauf peut-être Napheesa Collier qui est celle qui a eu le plus de régularité à la fois collective mais aussi individuelle. Donc voilà, pour refermer cette parenthèse de la course au MVP et de où se situe Alisha Gray dans cette course-là. Maintenant, il y a la question de savoir si le Dream est un contender ou pas au titre. Et la saison régulière nous envoie 2 signaux principaux sur cette question-là. Et je pense que ces signaux ne répondent pas totalement à la question, mais peuvent nous indiquer des pistes, des choses qui seront à regarder et à surveiller en playoff. Le premier signal, c'est que c'est une équipe qui a su affronter les yeux dans les yeux Minnesota cette saison. Elles font partie des rares équipes à avoir battu plusieurs fois les Lynx en saison régulière en leur imposant une match-up difficile parce que justement, on concède peu de transition, on est agressif sur les shoots à 3 points, on interdit l'accès au cercle. Du coup, c'est clairement pas la match-up qui ferait plaisir aux Lynx, mais les Lynx sont tellement fortes cette saison que les matchs joués en saison régulière peuvent ne rien signifier une fois la course des playoffs vraiment, vraiment lancée. Et cette équipe de Minnesota, ayant retrouvé toutes ses forces maintenant qu'Anafisa Collier est là, reste quand même une équipe redoutable. Je suis loin, loin de mettre le Dream devant Minnesota en cas de match-up. Mais je pense que c'est pas la match-up la plus facile pour les Lynx. À l'inverse, elles ont plutôt peiné contre Vegas, elles ont aussi peiné contre New York et elles ont, je crois, un bilan à 50% contre Phoenix. Ce qui veut dire que contre les autres équipes qui représentent, disons, les grosses cylindrées de cette ligue, sachant que Indiana est particulièrement diminué cette saison, le Dream a un peu peiné, a un peu fléchi devant ces équipes-là. Attention, si on finit 2 ou 3e, de ne pas rencontrer une de ces équipes trop tôt et de ne pas se faire avoir. Après, les playoffs au basket, c'est quand même une autre mayonnaise que la saison régulière. Donc, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui peuvent changer. Sur une série de matchs, l'adresse peut prendre feu du côté du Dream comme elle peut prendre feu de l'autre côté. On peut aussi avoir des joueuses, notamment, je pense à Vegas, qui peuvent être à plus de 50% sur la zone du mid-range, la zone la moins défendue par le Dream cette saison, ou en tout cas la zone la plus concédée. Donc, sur les gains à la marge, il va falloir faire attention à ces match-ups parce que ça peut être difficile pour le Dream
de calculer ce qu'il va falloir faire sur le terrain. Néanmoins, immense saison régulière. J'espère qu'elles iront loin en play-off parce que c'est une équipe que vraiment je regrette de ne pas avoir regardé davantage cette saison. Je le dis très honnêtement. J'ai rattrapé des matchs et je suis vraiment content de l'avoir fait. J'ai rattrapé en plus une petite film session que je me suis fait avant d'enregistrer pour voir un peu les dispositions des joueuses dont je vous ai parlé et aussi les dispositifs tactiques dont j'ai développé les chiffres dans cet épisode. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, mais branchez-vous sur le Dream, rattrapez les matchs, faites-vous un petit peu de film sur les joueuses et les dispositifs tactiques, c'est quand même très très intéressant et juste trop hâte que la post-season commence pour Atlanta. C'était l'épisode 16, on se retrouve bientôt sur l'épisode 17. D'ici là, on se donne rendez-vous en commentaire si vous voulez qu'on parle du Dream, de la course au MVP ou ce que vous voulez. Et on se retrouve évidemment sur Twitter pour les threads des uns et des autres et de moi-même. À très vite dans W. Ciao.